Bonjour à tous, moi c'est Opipium, bienvenue sur ma chaîne. Comme je vous en ai déjà parlé, vous êtes ici sur la deuxième partie qui concerne Aum Shinrikyo, la secte japonaise bioterroriste. Dans cette partie, je vais vous raconter un peu plus en détail ce qu'était la secte, qui était surtout son gourou Shoko Asahara, et le reste des activités politiques, religieuses, les infrastructures, tout ce qui tourne en fait autour de Aum Shinrikyo de près ou de loin. Alors si vous êtes prêts, on est parti. Matsumoto Shizuo naît en 1955. Il est le quatrième fils d'une famille modeste de 7 enfants. Il est presque aveugle et ne voit plus très bien de l'œil droit. Pour cela, il sera envoyé pendant 14 ans dans un internat dans une école spécialisée pour les non-voyants. Suite à ça, il obtiendra son diplôme et sortira en maîtrisant l'acupuncture dont il en fera son métier pendant 2 mois à Kumamoto. En 1977, il va se rendre à Tokyo et y aménager pour devenir également acupuncteur mais également faire de la médecine chinoise. Il passera aussi un concours à l'université de Tokyo qu'il échouera et à 23 ans il épousera Tomoko Ishii avec qui il aura 6 enfants. En 1981, lorsqu'il a 26 ans, il va ouvrir son magasin spécialisé dans les herbes médicinales et ça va être pour lui le début de son intérêt pour la religion grâce à la secte Godlight Association. Il y découvre les fondements même du yoga. En 1982, il sera arrêté pour contravention à la loi pour usage de produits pharmaceutiques. Il aura une amende et il rejoindra la secte Agonshu, qu'il quittera en 1987. En 1984, comme je vous avais déjà dit, il va créer son propre centre, sa propre école de yoga. Et en 1986, il créera Aum Shinrikyo Shinsei no Kai. Et à ce moment précis, il va adopter un nouveau nom religieux que vous connaissez très bien puisqu'il s'agit en fait de Shoko Asahara, le gourou. Il va affirmer qu'il a reçu une mission divine qui est de construire sur terre le royaume de Shambhala et qu'en plus de ça, il serait lévité dans les airs. Il écrira par la suite Konoryoku Himitsu no Aiatsuo. Ça veut dire comment développer vos pouvoirs extraordinaires secrets. À ce moment précis, il aura 15 fidèles qui font partie de son école de yoga et qui vont le suivre un peu partout quand il ira prêcher dans différentes villes pour ramener des disciples. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, en 1987, il va rencontrer le Dalai Lama et ira par la suite en Inde sur les chaînes de l'Himalaya où il dira avoir reçu l'ultime délivrance. C'est à partir de là que la secte officiellement va naître et va s'appeler Aum Shinrikyo, soit la vérité suprême. Ces activités vont donc être de se débarrasser du mauvais karma pour les vies présentes et les vies à venir dans le futur, après la mort finalement, par le biais de douleurs physiques et par le biais de douleurs morales. En plus de ça, il faudra que ces adeptes s'y plient aussi grâce ou à cause d'entraînements de yoga très poussés qui amènent à des longues périodes de prostration pour atteindre le Gegatsu, Gedatsu, je sais pas trop comment dire, mais ce qui est en fait le stade suprême de l'illumination que seul le gourou a atteint pour le moment. Dès 1985, il va s'imposer en grand leader et va être pris en photo à plusieurs reprises en lévitation. Les gens qui sont dans la secte eux-mêmes diront que c'est quelqu'un de très charismatique. Les gens en dehors qui ont eu l'occasion de le croiser pendant ses prêches ou même à la télé diront de lui qu'il est calme, qu'il a un esprit logique, une voix douce, un charme naturel et qu'il est très intelligent. Un disciple dira également « J'admire le Maître suprême parce qu'il nous dit ce que personne d'autre ne pourrait expliquer aussi clairement et aussi logiquement. » Il s'agit d'un étudiant en doctorat qu'il a trouvé pendant une convention dans une université. A noter qu'en plus de ça, à contredire sur le fond religieux, l'immobilisme des églises traditionnelles séduit de nombreux jeunes. Comme je vous dis, en allant dans des églises ou dans la rue ou dans des universités simplement. Ces jeunes-là en fait attendaient depuis très longtemps quelqu'un qui apporterait un changement qu'eux-mêmes n'osaient pas initier puisque la hiérarchie était plutôt très stricte, voire intolérante à ce sujet au Japon. En août 1989, Aum Shinrikyo obtient sa reconnaissance comme organisation religieuse à Tokyo même et obtient donc avec ça tous les privilèges qui sont apportés à ce statut, comme l'exonération fiscale sous forme de dons ou d'allègements substantiels pour tout autre revenu. La secte est implantée un peu partout
au Japon au fil et à mesure des années. Par exemple, son siège sera à Tokyo même, son centre de formation à Fujinomiya. Il faut savoir que dans Home, il y a deux sortes de disciples. On va avoir les moines, hommes ou femmes, qui vivent en communauté à l'intérieur de la secte finalement, qui n'ont aucun contact avec l'extérieur. Ces personnes-là vont s'appeler les Shuke, ce qui veut dire ceux qui ont quitté la maison. À côté de ça, on a les disciples un peu plus traditionnels qu'on appelle des adeptes laïcs, qui vivent dans la société quand même, et ils portent le nom de Zaïk ou Zaïk ou Zaïk, je veux dire ceux qui sont présents à la maison, donc un peu des opposés mais qui sont quand même dans la secte finalement. La communauté des Shuke, donc des moines, est plutôt, voire même trop fermée. Seules que quelques personnes sont autorisées à garder des contacts avec eux, et ces personnes-là sont choisies au préalable par la secte, par ses gérants. C'est surtout pour les besoins de la secte. Par exemple, un militaire qui connaît un militaire qui peut avoir des armes, il aura du coup la permission de communiquer avec lui pour réussir à ramener des armes dans la secte. Ces personnes-là n'ont plus du tout la même identité. Ils vont tous avoir un nom religieux à leur arrivée et c'est ainsi qu'ils vont devoir s'appeler entre eux, uniquement les Shuke, pas les adeptes laïcs qui peuvent rentrer chez eux. En 1995, tout de même, on compte plus de 1115 Shuke dans la secte et 10 000 disciples qui peuvent aller et venir autant qu'ils le veulent. Donc les Shuke, d'après eux, disaient qu'ils étaient bien plus. 62% des adeptes de Aum Shinrikyo auraient moins de 30 ans. 90,2% auraient moins de 40 ans. On est quand même sur des disciples plutôt jeunes et qui ont surtout tous un diplôme élevé. On va trouver des médecins, des avocats, des vétérinaires, des scientifiques, des militaires, des policiers, tout ce que vous voulez. Et à cette entrée dans la secte et même après, Aum va exiger des dons ou alors d'obtenir l'héritage des personnes qui sont finalement arrivées dans la secte. C'est aussi comme ça qu'ils vont réussir à vivre économiquement parlant. La vie des Shuke est plutôt coupée du reste du monde puisqu'ils n'ont plus aucun contact avec leur famille. Ils se désocialisent complètement du reste du monde finalement et vont couper les ponts avec amis, famille, travail et tout ce qui s'ensuit. Au début, ça ne va inquiéter personne puisque c'est souvent ce que font les moines eux-mêmes. En plus de ça, Shoko Asahara est un tétrapère. Ça veut dire qu'en fait, finalement, à l'intérieur de la secte, il n'y a pas le droit de se marier entre disciples ou d'être en couple entre disciples ou d'avoir des relations sexuelles. Seul Shoko Asahara a le droit d'avoir des maîtresses, des femmes qui sont pourtant mariées, mais qui sont devenues Shuke et qui lui sont totalement fidèles. La secte a pour religion l'hindouisme, le bouddhisme également, mais ils croient surtout à l'apocalypse. Ils se fient beaucoup au texte de Nostradamus et sont persuadés que l'Armageddon approche. Ils vont donc être sûrs qu'ils font partie de la mission divine et que pour ça, il faut se séparer du reste du monde. Par exemple, Asahara répétera que le monde réel n'est qu'une illusion. Il cherche à établir une morale fondatrice qui sera le pivot des croyances de la secte. Il utilisera la morale des 4 vertus infinies, l'amour, la compassion, le bonheur et l'égalité des âmes. Par exemple, il dira dans son texte « Supposez que vous marchez dans la rue et vous voyez qu'une ambulance emmène quelqu'un sur une civière. Vous accourez pour vous assurer qu'il ne s'agit pas de votre père ou de votre mère. Mais comme vous ne connaissez pas le blessé, que faites-vous? Vous reprenez votre marche? Cela ne vous concerne pas? Mais réfléchissez un moment. Cette personne n'est pas votre parent, mais peut-être l'était-elle dans une vie antérieure? Dans le passé, n'avons-nous pas eu un nombre infini de vies sans commencement? N'est-il pas possible alors que chaque chose ait été notre père ou notre mère à un moment ou à un autre? Ne devons-nous pas considérer et aimer chaque chose comme notre père ou notre mère? Une fois que l'on a réalisé cela, on peut pleurer la souffrance de tous. C'est ce qui fonde l'esprit d'égalité. Aimer également toutes les créatures, éprouver une compassion égale pour tout. Je vous ai déjà parlé du Gegatsu ou Gedatsu, je sais plus trop, mais en tout cas, Asahara va s'engager à amener tous ses disciples vers donc ce Gedatsu. Et pour ça, ils vont devoir se livrer à des enchaînements complexes de pratiques qui s'appuient sur un entraînement physique, psychologique, mental et spirituel grâce au yoga. Pour cela, la méditation va avoir une place très importante dans la secte et la lévitation est un objectif à atteindre pour tous les disciples. En plus de ça, il y aura des cérémonies et des rites en surnombre avec un but précis et des gestes précis à suivre pour atteindre en fait le chemin de la vérité et s'y promener jusqu'à arriver à la vérité suprême.
L'ensemble des discours tenus pendant ces cérémonies et ces rites vont surtout se tourner vers la vie et la mort, et surtout vers la vie après la mort. En réalité, on ne prononce pas vraiment le terme mort, mais on parle de Poa qui signifie en fait grand voyage ou transit. La secte Aum Shinrikyo s'est engagée dans la politique peu après avoir créé finalement la secte en elle-même. Elle a été promulguée organisation religieuse en août 89 et le même mois finalement pendant une discussion à Fujinomiya, Asahara va annoncer qu'il veut s'engager dans les législatives. Pour cela, il annoncera en janvier 1990 que lui-même et 25 autres disciples se présentent sur le parti de Shinrito, ce qui veut dire parti de la vérité, fondé par la secte elle-même, vous imaginez bien, aux élections qui doivent avoir lieu le mois d'après. Alors même si pour vous ça peut sembler étonnant, ce n'est pas la première secte à se présenter aux législatives, puisqu'après la fin de la Seconde Guerre mondiale, une autre secte qui s'appelait Seisho no Ie s'est engagée également dans les législatives et faisait partie en fait de l'aile droite du Parti libéral-démocrate. Et pour peser un peu plus finalement dans la balance politique, Aum Shinrikyo, suite à cette annonce, va concevoir des grandes campagnes et va également recevoir et aller chercher des financements. Pour cela, elle va collecter une somme plutôt modeste pour une campagne, mais qui finalement est plutôt bien vue pour un parti aussi jeune, puisqu'ils ont récolté 1 million de yens, surtout grâce à leurs adeptes qui ont dû leur faire des dons, ou alors, comme je vous ai dit, leur faire part de leur héritage. Et pour attirer le public, les candidats eux-mêmes vont se déplacer en tenue blanche religieuse dans les rues et aller finalement faire du porte-à-porte, comme on pourrait dire, sauf que là il n'y a pas de porte, c'est directement chez les gens. Vous voyez, c'est souvent les personnes qui sont en groupe sur des places ou dans des rues et qui vont aller vers les gens ou attendre que les gens viennent vers eux pour finalement démarcher des électeurs. Ils vont également organiser des meetings, mais malgré tout ça, le nombre de voix qu'ils vont recevoir sont vraiment très minimes, voire ridicules. Il faut savoir que ça paraît plutôt normal puisqu'ils n'ont pas de programme établi. Pour eux, ils vendent juste un monde meilleur et disent que grâce à eux, grâce à ce qu'ils vont proposer par la suite, les gens l'atteindront tous. Et c'est ce programme du coup non officiel qui va en fait attirer l'avocat Sakamoto, dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo, à rassembler des preuves contre Aum Shinrikyo qu'il trouvait plutôt étranges. Il va mettre en cause surtout l'autorité du gourou au sein du mouvement et faire naître des conflits internes. Et beaucoup de sources pensent que c'est ce qui a amené Aum Shinrikyo à se précipiter vers la violence. Et puis contre toute attente, même si Aum Shinrikyo n'a pas reçu les résultats qu'il voulait, ils ont réussi à attirer du public. Les gens ont trouvé que Shoko Asahara avait une façon de parler très intelligente, qu'il était très clair dans ses propos et qu'il avait quelque chose de charismatique qui les attirait. Tout cela va donner une image positive de Shoko Asahara et dans le même temps il publiera des bouquins et des textes sur ses écrits religieux et sur la secte elle-même qui va attirer encore plus de monde. Ces textes seront traduits également en anglais pour toucher un plus grand nombre de personnes. Sa notoriété va grandir et il fera même la tournée des universités les plus prestigieuses comme celle de Tokyo qu'il avait pourtant refusée quelques années auparavant. Un ex-Shuke dira même de Shoko Asahara: ce 1er janvier 1991 commençaient les cours de Shinjo. J'allais successivement dans tous les meetings de Aum Shinrikyo, à l'université de Tohoku, à l'université de Tokyo, à l'université de Kyoto, partout. Et nous, les étudiants, prenions toutes ces invitations pour une grande affaire. À ce moment-là, Asahara présentait des perspectives tout à fait positives. Mais à partir d'avril 1990, les choses vont un peu changer dans la secte. Shoko Asahara va commencer à prêcher auprès de ses disciples le besoin d'une mort massive et sans discrimination, qu'il présentera comme la seule solution pour sauver l'humanité de l'Armageddon. Pour attirer ses disciples vers cette marche, il va sélectionner précisément les tantras qu'il présentera pendant les rites et cérémonies, qui finalement légitimeront l'échafaudage spirituel et la doctrine qu'il va développer de telle façon qu'elle appelle le châtiment de ceux qui s'opposeraient à la secte religieuse. Il va beaucoup se servir de Nostradamus, dont je vous ai parlé précédemment. Il apparaîtra comme personnage principal dans ses discours et dans ses textes, et il annonce en fait la fin prochaine du monde. Asahara s'en servira comme exemple, comme modèle,
et fera la même chose, il annoncera ici et là au grand public que la fin du monde est proche et que pour s'en sortir, il faudrait rejoindre la secte elle-même. D'après lui, pendant l'Armageddon, donc la fin des fins, la troisième guerre mondiale comme il l'appelait, devrait se passer à l'an 2000. Et pour cela, il n'y aura de salut que pour ceux qui auraient suivi un entraînement physique et psychologique adapté, comme par exemple résister aux armes qui seront utilisées. Et pour cela, en fait, les seules personnes qui peuvent survivre, qui ont le droit de survivre finalement, ont eu recours à un entraînement spirituel très poussé. Clairement, pour Shoko Asahara, seuls les Shuke auront le droit de survivre puisque les disciples laïcs n'ont pas assez d'entraînement spirituel, n'ont pas fait assez d'entraînement au yoga et tout ce que lui avait préparé, comme ils ont leur vie à l'extérieur, finalement, ils ne peuvent pas être présents tout le temps sur les sites de Aum Shinrikyo. Dans un texte de Shoko Asahara, il écrit « Sincèrement, il y a trop d'organisations religieuses qui disent « Il vous faut seulement la foi pour trouver le bonheur après la mort ». Eh bien en fait, ce n'est pas si simple. C'est en 1988 et grâce à des sources et à des documents trouvés qu'on va attester que Aum Shinrikyo précisait de plus en plus son plan de sauvetage de l'humanité. À partir de 1989 et jusqu'à 1990, ces Shuke seront amenés à faire des rites de plus en plus poussés, de plus en plus sévères et des pratiques de plus en plus dures et de beaucoup plus intenses. Comme Shoko Asahara disait, JC était incapable de répandre la loi même sur la toute petite Judée. Si le Sauveur devait apparaître au moment de l'extinction de l'humanité, pourrait-il sauver seul tous les êtres? Bien sûr que non. Pour réussir, les disciples du Sauveur doivent avoir atteint un haut niveau de spiritualité. En d'autres termes, il doit y avoir beaucoup de Saint-Esprit, exactement comme le fait Aum Shinrikyo, et leur niveau spirituel doit être clairement défini. Tout ça, il l'a écrit dans le livre Declaring Myself the Christ. Pour lui, simplement, au début, il voulait développer des pouvoirs surhumains par le yoga, puis par la suite atteindre un but spirituel plus complexe, qui amènerait à la doctrine de l'illumination qui repose sur le bouddhisme et qui exige l'ascétisme extrême. En gros, il faut se détacher du monde réel et le rejeter par la méditation. Asahara propose de raccourcir le chemin qui mène au salut grâce à l'observation des rites et à toutes les initiations que Aum pourrait leur proposer. Ils vont d'ailleurs créer en 1990 une sorte de petit casque, un appareil conçu par Aum, muni de beaucoup de mini-électrodes. Tout ça, ça va relier les ondes émises par le cerveau du gourou au cerveau du disciple pour atteindre le même niveau de méditation que lui. Par la suite, différentes technologies vont être créées sur la psychologie utilisée de manière intense. Les médias, associations et beaucoup de personnalités publiques et connues du Japon diront que Aum Shinrikyo a tout simplement pratiqué le lavage et le contrôle de cerveau sur ses disciples. Malgré ça, comme la population n'est pas franchement au courant de ce qui se passe à l'intérieur de Aum Shinrikyo, elle va se trouver solidement attachée à la secte et à ses croyances religieuses, puisqu'en fait il s'agit surtout d'un phénomène de mode en ce moment à cette époque au Japon, la secte surf. Elle va notamment se servir du nom d'un chanteur mort qui était idolâtré au Japon dans ses textes, et aussi des mots d'origine étrangère, par exemple Tantra, Aum, Nostradamus ou Armageddon. Tout ça va en fait ramener à l'exotisme des pays étrangers, puisqu'il s'agit de textes plutôt mystérieux, de mots mystérieux que la population ne connaît pas franchement. Malgré sa défaite aux législatives, Aum Shinrikyo, quelques semaines après, va organiser un séminaire pour les disciples à Ishigajima, dans l'archipel d'Okinawa. Ça va être un succès fulgurant, il y aura plus de 500 fidèles qui vont rejoindre Aum ce jour-là. Presque 200 vont renoncer au monde extérieur et donc devenir des Shuke. C'est un événement plutôt marquant pour Aum Shinrikyo et Shoko Asahara. Cette date de ce séminaire sera choisie un peu comme l'avant et l'après JC dans les dates historiques. Finalement, pour Aum Shinrikyo, par exemple, on parlera de un an avant Ichigashima ou 2 ans après Ichigashima, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Maintenant, on va un petit peu parler de l'infrastructure de Aum Shinrikyo. Il faut savoir que Aum va acquérir 7 lots de terrain à Kamikuishiki, dont on a déjà entendu parler, qui s'appellera par la suite le village de Aum Shinrikyo. C'est un village qui se trouve à 100 km de Tokyo, au pied du mont Fuji, qui est un lieu sacré, reconnu pour ses nombreux lacs et la beauté de son paysage.
Ces 7 lots de terrain à eux-mêmes font 48 mètres carrés et sur ceux-ci, ils vont construire de leurs propres mains les bâtiments qui leur serviront finalement. Et les bâtiments principaux, ceux dont ils se servent toujours, porteront un nom qui s'appelle Satyam, suivi d'un numéro, et ils seront tous blancs. Donc, par exemple, Satyam 1, Satyam 2, Satyam 3, vous comprenez un petit peu le concept. Sur ce même lieu, à Kamikuishiki, ils enterreront des fragments sacrés d'os de Bouddha rapportés du Sri Lanka par le gourou. Il y aura également une image géante de Shiva, la déesse hindoue de la destruction et de la création, qui est très vénérée par Om. Par la suite, il y aura également d'autres bâtiments qu'on trouvera dans les districts voisins comme Fujigamine. Je fais une petite parenthèse rapidement sur Kamikuishiki avant d'oublier de vous en parler, mais il s'avère que finalement, si vous tapez sur internet Kamikuishiki Village, vous retrouverez un jeu vidéo qui a été créé par les studios de Home Shirinkyo. Voilà, c'est tout. De 1989 à 1994, plus de 30 bâtiments importants vont être construits. C'est ici que les Shuke vont vivre. Pour rester sur les Satyam dont je vous ai parlé, les bâtiments principaux, par exemple, le Satyam 6 est la résidence de Asahara. La Satyam 7 est une usine chimique de gaz sarin et la Satyam 2 est le bureau, l'agence du gourou. Tout cela, l'ensemble même, une fois construit, le complexe vaut 100 millions de yens. Là-bas, ils y vivent en quasi-autarcie, ça veut dire qu'ils produisent eux-mêmes leur nourriture et les enfants sont éduqués sur place. 11 disciples vont être nommés professeurs des écoles et ils vont finalement s'appuyer sur des manuels nationaux qu'ils ont réussi à récupérer. Les cours dureront 9 heures par jour, 6 heures de discipline classique et 3 heures de discipline religieuse. Ces enfants ont la permission de voir leurs parents quelques fois dans la semaine, mais pas tous les jours. Après l'attentat de 1995 à Tokyo, 53 enfants de 2 à 14 ans vont être trouvés à Kamikuishiki. 44 vont être placés dans des institutions spécialisées de protection juvénile et les autres seront amenés chez leurs familles qui vivaient à l'extérieur. Au fil des années, Home Shirinkyo va être propriétaire finalement de plus de 300 000 m² de terrain, ce qui équivaut à 2,25 milliards de yens. On estime qu'il y a une trentaine de sites et les conseils municipaux de Namino, préfecture de Kumamoto, doivent encore 920 millions de yens car Home leur a rendu un terrain. Vous voyez, finalement, assez rapidement, Home Shirinkyo a réussi à se faire de l'argent plutôt facilement, si on peut dire, si on compte sur les dons, sur les héritages et sur les économies qu'ils font en produisant eux-mêmes leur nourriture ou finalement en enseignant directement aux enfants sans devoir payer des professeurs pour ça. À ajouter aux dons et aux héritages, on peut compter aussi sur les différentes entreprises de disciples qui seront mis en faillite et qui seront transmis à la propriété de Home. On y trouve par exemple une société de trading qui s'appelle La Belle Époque à Osaka qui approvisionne Home en matériel militaire. Il y a également plusieurs restaurants où travaillent les disciples qui appartiennent à Home. Tout ce lot d'entreprises, restaurants, boutiques, trading, même jeux vidéo dont je vous ai parlé, finalement tout ça, ça va offrir une très bonne image extérieure de Home Shirinkyo. Ça va surtout leur servir pour se fournir en matériel premier pour les projets qui vont arriver par la suite. Takahashi Hidetoshi est un ancien disciple qui raconte « Le jour de mon arrivée, on me fit rédiger mes volontés. Comme j'étais devenu Shuke, j'offrais la totalité de mes biens mobiliers et immobiliers. Je précisais que c'était de mon plein gré et que je ne causerais pas le moindre problème à l'organisation religieuse. J'écrivais aussi qu'en cas de décès, je souhaitais que le groupe prenne en charge mes funérailles. Quand j'eus terminé, j'apposais mon sceau. » En Home Shirinkyo, on ne parlait jamais de prix, de yens, mais on parlait surtout d'offrandes. Egawa Shoko, qui est la journaliste dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo, va évoquer que tout se vendait et tout s'achetait. Elle dira « Des prospectus éparpillés sont vendus 2 yens la feuille de format A4, 1,5 yens la format A5. La vidéo d'un prêche d'Asahara coûtait 15 000 yens, la cassette vidéo Les secrets du yoga de l'Himalaya 100 000 yens, l'enregistrement de musique religieuse de 10 000 à 30 000 yens, l'eau sacrée 4 000 yens les 3 litres. En plus, il y a l'orientation personnalisée vers le yoga sacré pour 10 000 yens l'heure, l'analyse du destin 30 000 yens et une demande d'audience avec Asahara 20 000 yens. Tout était défini dans un système de tarifs.
Par exemple, les stages d'initiation étaient payants et réalisés dans un ordre donné pour atteindre, espérer, l'illumination. En moyenne, on était à 10 000 yens la séance. À Kemikuishiki, donc, tous les Shuke sont réunis et ils vont participer à un enseignement qui s'appelle Pafekuto Saruve Chon Inichechon, qui veut dire parfaite salutation, initiation. Là-bas, ils porteront le casque à ondes dont je vous ai parlé, qui sont destinés aux Shuke, mais les disciples laïcs peuvent les avoir pour la modique somme de 10 millions de yens, et s'ils n'ont pas cet argent, ils peuvent le louer pour 1 million de yens la semaine. Un Shuke dira: le Shuke que j'étais devenu devait immédiatement suivre la PSI, la Pafekuto Saruve Chon Inichechon, qui était raccourci comme ça, c'était plus simple d'ailleurs. En fait, Om Shininkyo avait une variété infinie d'initiations. L'une pouvait simplement être une cérémonie d'entrée, on aurait pu parler de rite de passage. Pour Om Shininkyo, cela s'appelait Igidenju, soit initiation secrète. Le gourou était le seul à détenir ces secrets qu'il transmettait rituellement à ses fidèles. Peu à peu, il y eut une surutilisation de certains mots. Dès que Asahara faisait quelque chose, ça devenait une initiation. Par la suite, il a aussi été prouvé que l'eau du bain du gourou était vendue pour 300 000 yens le verre. Son sang, 1 million de yens pour avoir des pouvoirs. On disait qu'il était doté d'un ADN très spécial et il se serait renseigné d'ailleurs auprès de la fac de Kyoto. L'avocat Sakamoto, qui du coup menait une enquête sur eux, s'est rendu pour voir directement dans les labos de la fac de médecine, et finalement il s'avère que son sang était tout à fait normal. Un disciple même l'avait payé pour y aller parce qu'il dit avoir bu ce sang mais n'avoir pas trouvé de changement en lui. Grâce à tout cet argent, puisqu'ils maintenant ils ont vraiment un capital très important, en fin 1992, Asahara va même s'acheter un orchestre de 120 musiciens russes dirigé par Vladimir Kudrya. Cet orchestre s'appelle Shiren, soit offrande divine, et ils vont composer la musique astrale qui sera destinée à être jouée au cours de rites et de cérémonies à Om. C'est à partir de ce moment-là que Om Shininkyo va vraiment plonger dans la violence. Les plaintes s'accumulent de plus en plus, les cris d'alarme sont lancés et tout ça va être très long à porter son effet. Je vous en ai déjà parlé dans la première vidéo, mais c'est vrai que la police a réagi quand il était beaucoup trop tard. En 1988, un adepte va décéder pendant un entraînement trop violent pour sa constitution physique. On dira que c'est un accident. Il sera brûlé et incinéré, mais il s'avère qu'il y a eu un témoin et cette fois-ci il s'agira d'une exécution pure et dure. S'ensuit l'affaire Sakamoto. Les autorités s'accordent à dire que le passage à la violence s'est vraiment déclaré en février 1989 avec l'exécution du témoin, mais surtout en novembre 1989 avec l'enlèvement et l'assassinat de la famille Sakamoto. C'est en 1992 que la secte va commencer à s'armer. Même si on pense que tous les attentats qui ont eu lieu avaient été préparés à l'avance, finalement, tout ce qui définit les attentats même, que ce soit les armes, l'endroit où ils vont déposer les sacs de sarin, finalement, tout ça a été défini juste avant de partir vers les métros. Donc ils n'étaient pas du tout organisés. Donc comme je vous disais, la secte va s'armer au fur et à mesure, que ce soit de produits chimiques, atomiques ou biologiques ou d'armes. Pour eux, l'Armageddon va se passer ainsi, ça sera à part égale entre armes égales, et pour ça donc ils s'arment de produits chimiques puisque les autres auront des produits chimiques, de produits atomiques parce qu'il y aura des bombes atomiques auxquelles il faudra répondre, de produits biologiques puisqu'il y aura aussi des produits biologiques. Pour cela ils vont s'appuyer sur leurs contacts en politique, en administratif et en militaire, de membres qui ont en fait les réseaux adéquats, qui peuvent communiquer comme je vous disais au début avec des personnes qui sont liées à la politique, aux médias, pour finalement avoir un appui un peu plus important à ce niveau-là. Asahara et les dirigeants vont commencer une production de série de 1000 fusils automatiques et 1 million de munitions. Pour cela, 80 machines-outils seront données par le biais d'une entreprise d'un adepte à Om Shininkyo. Dans le même temps, 2 disciples sont envoyés en Floride pour faire un stage de pilotage d'hélicoptère. Ils obtiendront leur licence en 1992. Dans les notes des suspects, on retrouvera les indications de prix, dont une entreprise française qui proposait 100 000 € pour un hélicoptère. On trouvera également des renseignements de prix sur des tanks.
Le 16 mai 1995, après l'arrestation de Asahara, le gouverneur de Tokyo va recevoir un colis piégé. C'est son secrétaire qui se prendra la charge et qui sera grièvement blessé en le protégeant. La secte va également produire une petite quantité de TNT. Ils voulaient en produire plus de 30 000 tonnes, mais heureusement, ils vont échouer. Alors, ils vont commencer à produire des gaz toxiques, quelque chose qu'ils maîtrisent plus. Ils vont trouver des informations de fabrication en Amérique par un des disciples qui les a ramenés et ils en feront des expériences. Malheureusement, beaucoup de disciples qui ne maîtrisent pas tout ça vont finir intoxiqués mais seront traités de suite par Hayashi qui en fait a en charge l'hôpital de la secte puisqu'ils ont aussi les antidotes et la recette, on peut dire, de l'antidote. En octobre 1996, Tsuchiya, qui est un chimiste, va réussir à fabriquer pour la première fois 20 grammes de sarin. Puis par la suite 600 grammes grâce à d'autres disciples aussi chimistes. Et à partir de ce moment-là, on considère le gaz sarin comme maîtrisé. Tsuchiya Masami, qui a 28 ans, étudie la chimie organique à l'université Tsukuba. Sous ordre de Murai Hideo, qui est le ministre de la Science et de la Technologie de la secte, il va considérer que le sarin est plus facile à fabriquer, que les matières sont plus faciles à trouver également, et il va donc proposer avec 3 responsables à Shokohara de s'en servir puisqu'il pense qu'il sera également utilisé pendant l'Armageddon. Ils utiliseront 345 millions de yens pour acheter des machines de fabrication pour pouvoir faire plus de gaz. L'attentat de Matsumoto, lui, aura lieu le 27 juin et c'était finalement un test pour vérifier la qualité et la quantité du gaz. Un nouveau bâtiment qui s'appelle Satyam 7 va également devenir une usine. C'est un bâtiment qui fait 3 étages et qui mesure 1500 m². Il va devenir une usine de sarin et là-bas, il prévoit de produire 70 tonnes de sarin au rythme de 2 tonnes par jour environ, 24 heures sur 24, avec 2 équipes. Mais il y aura de grands retards parce que les disciples sont encore une fois intoxiqués. Les disciples chimistes seront également autorisés à faire des recherches sur d'autres gaz, comme par exemple le gaz VX qui a été créé en Angleterre en 1950, et sur sa toxicité qui s'avère être plus importante que celle du gaz sarin et qui entraîne des étouffements, des difficultés à respirer et par la suite la mort. Le processus de fabrication est le même et presque similaire que celui du gaz sarin, donc finalement il est maîtrisé très rapidement et il sera utilisé dans des affaires isolées pour apprendre à le maîtriser, puis sera également utilisé à Matsumoto en 1994 et à Tokyo en 1995. En plus de ces 2 attaques, finalement, il y aura 3 nouvelles actions. Une le 5 mai 1995 à Shinjuku et les 2 autres le 4 juillet à Kabayasho et à Shinjuku également, puisqu'on y trouve un grand centre commercial, il y a un quartier d'affaires. C'est un lieu de plaisir très fréquenté par les Japonais, puisqu'il est plutôt animé et qu'en plus de ça, il y a une ville souterraine sous la gare. En octobre, les autorités trouveront 8,5 kg de cyanure de sodium, de quoi tuer 70 000 personnes. La secte s'était également penchée sur une centaine de kilos d'upérite, ou alors ce qu'on appelle plus précisément du gaz moutarde, à cause de son odeur. Ça amène plutôt des lésions cutanées et ça attaque les yeux et les poumons et ça entraîne encore une fois la mort. Ce gaz sera utilisé dans le métro de Yokohama, où 500 personnes seront intoxiquées le 19 avril 1995. Une dizaine seront également intoxiquées le 2 juillet. Dans un magasin, 6 personnes seront accommodées par des inhalations de gaz et seront amenées à l'hôpital. En plus de ça, comme Home commence à maîtriser les produits chimiques, ils vont également fabriquer des substances qui leur seront utiles à eux, comme par exemple 1,7 kg de Pantotal, qui est en fait le sérum de vérité, qui sera utilisé pour des lavages de cerveau sur des disciples récalcitrants et sur ceux qui voulaient partir. En juin 1993, les résidents de Koto à Tokyo vont sentir une odeur plutôt étrange qui est liée à la production de bactéries en rapport avec l'anthrax à Home. Eux, finalement, comme ils seront interrogés, vont justifier en disant que non, c'était une odeur de haricots de soja brûlés avec des encens pour les rites. Par la suite, la secte va même accuser les Américains de les avoir attaqués avec une arme bactériologique. On trouvera dans les notes de Hayakawa Kiyohide, qui est aussi le numéro 2 de la secte, le bras droit de Shoko Asahara. Dans ces notes, on a trouvé un intérêt porté sur les armes laser et le minerai d'uranium. C'est donc lui qui va se rendre en Australie, à Bajawarn, si je me rappelle bien, qui va acheter un terrain pour fabriquer
du gaz et les tester sur les moutons qui seront retrouvés en 1995. En 1992, malgré tout ça, Ohm n'est pas suspecté et il va avoir un regain très important de la religion. Ohm va s'en servir pour s'implanter dans plusieurs parties du monde comme l'Australie, l'Europe, l'Amérique ou à Colombo au Sri Lanka. La branche russe est étonnamment celle qui progresse le plus. Il y aura beaucoup plus d'adeptes en Russie qu'au Japon. On compte 3000 adeptes russes en 3 ans. Il y aura un site ouvert à Moscou, un à Vladikavkaz, 11 branches en dehors de la capitale, par exemple à Saint-Pétersbourg, Vladivostok ou Vorkuta. J'ai un peu du mal. Là-bas, la secte va surtout prêcher via la radio, une radio qui s'appelle, ça fera beaucoup de radios, mais Radio Mayak, avec 1 heure d'antenne par jour. Après l'attentat de 1995, la police russe va faire fermer toutes les représentations de Ohm dans son pays, tous ces bâtiments, ces terrains qu'ils avaient achetés. C'est en Russie même que Ohm aurait rencontré des scientifiques en 1992 et 1993, comme Nikolai Bassov, qui était prix Nobel de physique et qui avait créé le laser. La branche russe va même proposer à Assahala de rencontrer le ministre de l'énergie nucléaire Viktor Mikhailov, mais je crois que ça s'est pas fait. Le porte-parole de l'Institut de physique nucléaire, Kurchatov, confirmera qu'il y a au moins un disciple dans leur rang. La secte achètera aussi en Russie un hélicoptère Mi-17, j'ai beaucoup moins de mal que la dernière fois, de 7 tonnes qui est capable de transporter 28 personnes et qui peut voler jusqu'à 240 000 km/h. Il peut également être équipé de missiles et de roquettes. Il sera démantelé et envoyé par bateau à partir des Pays-Bas, puis arrivera au port de Yokohama en juin 1994, sans passer par les douanes. Une quinzaine de Chouquets vont suivre un entraînement de tir au sein d'une unité militaire de Moscou également pendant 10 jours. Pour Ohm, c'est très important de s'équiper. En fait, ils n'ont pas la perception, j'ai l'impression, de ce qu'ils font, d'être une menace, parce que pour eux, ils sont persuadés de sauver l'humanité, de pouvoir combattre l'Armageddon à armes égales et de finalement pouvoir construire le royaume de Shambhala, comme il en a été mention dans la mission divine qu'a reçue Shoko Asahara. La secte finalement veut sauver le plus d'âmes possible et ils vont donc communiquer directement au public via des réseaux modernes ou des systèmes de communication informatifs ou des radios privées. La secte elle-même a un mode de codage secrète pour communiquer finalement entre eux sans que personne n'arrive à déchiffrer ce qu'ils disent. Malheureusement pour les disciples, la secte est arrivée à un niveau de production d'armes beaucoup trop important pour que Asahara finalement se rende compte qu'il est possible de faire marche arrière. Pour lui, il n'y a pas d'autre loi que la sienne, la loi japonaise n'existe pas, il a une mission à remplir, il doit s'y tenir et ses disciples doivent le suivre. Les Chouquets sont donc coincés, ils ne peuvent plus partir puisque quitter la secte leur est impossible. Ils ont sur leur épaule une pression importante, tellement forte mais qui resserre les liens finalement entre eux parce qu'ils sont persuadés eux aussi de sauver l'humanité. Ils pensent agir finalement comme des héros. Pour ça, ils vont suivre des nouvelles formations, des rites plus fréquents et plus d'offrandes aussi également, donc plus d'argent. La secte se voit déjà dans un monde d'après, ils sont déjà persuadés de survivre et ils commencent à finalement penser à l'après. Asahara va se conduire comme un vrai chef d'armée et il veut amener son armée sur la seule voie possible, la victoire. À partir de ce moment-là aussi, Asahara on a l'impression qu'il devient complètement parano. Il n'accepte aucune critique et n'accepte aucune fugue également de ses disciples, sinon ils seront rattrapés et punis. Par exemple, certains d'entre eux, presque 600, vont recevoir des électrochocs et tout ça sur une période de 3 mois. Les autorités elles-mêmes ne pourront pas énumérer le nombre de personnes séquestrées, puisqu'ils le seront, ceux qui essayent de fuir seront rattrapés, ils seront séquestrés, punis et tués probablement, et les autorités n'arrivent pas à trouver le nombre exact de personnes qui ont subi ces atrocités. En juillet 1994, une infirmière Chouquet, qui est donc dans l'hôpital de Ohm, va fuir, elle sera rattrapée et séquestrée pendant 3 mois. En février 1995, la fille d'une célèbre danseuse japonaise qui s'appelle Kashima, qui est une disciple, elle va être enlevée également
et va être séquestré, on imagine, dans le but de recevoir des dons aussi. En mars, une femme de 77 ans qui refusait de donner l'argent de son fils disciple sera enlevée à Nagoya. Toutes les personnes qui sont enlevées et séquestrées le seront dans un conteneur à Kamikuishiki. Et les personnes beaucoup trop gênantes seront exécutées. En mai 1994, l'avocat Takimoto Taro, qui prend la suite de Sakamoto, sera intoxiqué par gaz sarin dans sa voiture même, alors que pendant un procès contre Aum Shinrikyo, des disciples seraient rentrés pour y poser des sacs. Egawa Shoko, la journaliste qui avait travaillé avec Sakamoto, va recevoir un paquet devant sa porte une nuit, et ce paquet en fait contient du gaz asphyxiant toxique, le phosgène. On a appris par la suite que les deux avaient porté plainte contre Aum Shinrikyo après avoir reçu des menaces de mort puisqu'ils ne voulaient pas laisser la secte tranquille. Par la suite, 3 autres personnes vont être attaquées de la même façon, comme Mizuno Tadaito, qui avait 24 ans et qui aidait une famille de 5 qui avait quitté la secte à récupérer les 46 millions de yens qu'ils avaient laissés en don. Il sera intoxiqué par gaz VX. Après lui, c'est Tamaguchi Tadaito, un jeune homme d'affaires qui va mourir aspergé de gaz VX dans les rues de Osaka. Il était accusé en fait d'avoir été envoyé dans la secte par la police pour y espionner. Après lui, s'ensuit Nagaoko Hiroyuki. C'est le père d'un ancien disciple. Il est le président des associations des victimes. Je vous en ai déjà parlé également dans l'autre vidéo. Et il sera assassiné puisque Asahara voulait qu'il soit exécuté avec son fils qui avait fui. Mais à l'intérieur même de la secte, il va se passer des choses tout aussi horribles puisqu'il ne s'attaque pas que au monde extérieur mais aussi au monde intérieur. Oshida, un disciple, sera étranglé par son ami disciple également qui s'appelle Yasuda. L'histoire est un peu particulière puisqu'en fait sa femme est aussi une Shuke avec lui. Ils sont arrivés en 1990. Oshida est le pharmacien de l'hôpital qu'il va quitter en janvier 1994 et il va fuir en fait la secte aussi et va retrouver sa famille pour leur dire qu'il a vu des ossements humains dans la secte. Par la suite, il sera retrouvé et kidnappé et il sera séquestré. Il découvrira dans un conteneur qu'il y a une autre femme avec lui et il fera tout pour la sauver. Il va donc demander à son ami Yasuda de l'aider. Malheureusement, les deux vont être surpris sur le fait. Ils vont être amenés directement chez le gourou et le gourou va dire à Yasuda « Si tu veux vivre, il faut que tu tues ton ami ». Devant 10 disciples, le gourou et sa femme, il étranglera son ami. La femme d'Asahara, qui était présente donc et qui s'appelle Matsumoto Tomoka puisqu'il avait divorcé entre-temps et retrouvé une autre femme, il devait en avoir beaucoup donc ça doit être une de ses nombreuses femmes, va plaider non coupable et dira qu'elle n'était pas là à ce moment précis. Yasuda, quant à lui, va écoper de 5 ans de prison, dont 3 avec sursis, puisqu'il a commis d'autres meurtres en plus de celui de Oshida. Une femme de 81 ans à la secte sera envoyée à l'hôpital pour être soignée par thermothérapie. Elle va mourir d'une crise cardiaque selon le médecin de Aum, et cela juste après avoir fait don de sa maison qui valait 25 millions à la secte. Son corps ne sera jamais retrouvé. Tomita Toshio, qui est accusé d'être un espion, sera étranglé par Niimi Tomitsu, le ministre de l'Intérieur lui-même et par un disciple. 4 Shuke ont également participé à cela et le corps sera incinéré dans l'incinérateur du complexe puisqu'ils ont fini pour en acheter un, ça devait être plus simple pour cacher les corps. Dans la secte elle-même, ils vont réaliser des exercices pour se mettre en condition réelle de l'Armageddon. Pour ce faire, les disciples seront plongés pendant 15 minutes dans une eau à 50 degrés. Je vous raconte ça parce que ça va nous amener au meurtre suivant, celui de Nakamura Torio. Il avait 32 ans et il va être brûlé par l'immersion prolongée dans cette même eau. On ne sait pas combien de temps il est resté, mais pour qu'il meure justement de ces brûlures, il a dû y rester un long moment. Il sera lui aussi incinéré, vous vous doutez bien. Après ça, on va arriver à l'affaire Kariya, donc le notaire de 68 ans qui voulait protéger sa sœur, dont je vous ai parlé aussi dans la première vidéo. Et c'est à ce moment-là que la police va finir par intervenir, même si Kariya a été aussi incinéré et que son corps ne sera jamais retrouvé. Selon la police, plus de 300 disciples ont disparu. Une douzaine d'entre eux sont morts à la secte et on estimera que sur ces 300 disparus, il y a eu plus de 50 homicides.
On peut se dire finalement que la secte a été complètement désorganisée puisque les adeptes étaient drogués, ils étaient dépouillés sans vraiment s'en rendre compte, ils étaient amenés à réaliser une mission divine de sauver le monde entier en les tuant, et il y a eu ce nombre incessant d'activités tout aussi douteuses comme la production de drogue, de produits chimiques, d'armes à feu. Donc on peut se dire que Aum Shinrikyo était plutôt désorganisé, mais pas totalement en réalité, puisque politiquement parlant, de ce côté-là, tout était fait d'une façon très organisée. En juin 1994, ils vont créer un véritable état de 18 ministères et d'agences sous l'autorité de Shoko Asahara. Ils lui sont totalement soumis, et cela les éloigne encore plus de la société puisqu'ils n'ont plus affaire à la loi japonaise, aux règles japonaises, ils ont leur propre loi maintenant. Par exemple, on va trouver l'agence de la défense qui s'occupe de l'entretien des purificateurs d'air de façon officielle, mais elle est également chargée d'empêcher des personnes étrangères à Aum de rentrer dans les bâtiments sur le complexe de la secte. D'une autre façon, ils ont une unité spéciale qui est un peu cachée et qui en fait doit rattraper les fugueurs pour les séquestrer et les punir. Le ministère de l'Intérieur et celui de la Construction ont également une armée spéciale dans le même genre pour faire exactement le même travail et récupérer les fuyards. 270 disciples travaillent au ministère de la Science et de la Technologie et une trentaine d'entre eux ont un niveau scientifique élevé. Ils sont diplômés de grandes écoles de sciences par exemple. Ils contrôlent l'approvision en nourriture, mais à côté de ça, ils ont des projets sur différents germes, sur des recherches sur des germes qui amèneront à ce dont vous êtes déjà au courant. Le ministère de la Justice, quant à lui, est contrôlé par un avocat de 35 ans, Aoyama Yoshinobu, qui sera exclu de la profession suite aux nombreuses activités meurtrières de Aum Shinrikyo. Alors tous les dirigeants de ces ministres, de ces agences ne sont pas choisis par hasard. Ce sont les premiers fidèles de Shoko Asahara, les premiers à l'avoir suivi. Aum Shinrikyo, politiquement parlant, va fonctionner sur 5 niveaux. Sur le premier niveau, on y trouvera Asahara, son cabinet qui est dirigé par sa fille, son agence personnelle, soit ses gardes du corps si on peut dire. Il y en avait 10 qui étaient formés pour des missions spéciales, mais 5 le suivaient toujours partout. Il y avait également ses médecins personnels. Au niveau 2, on a les commandos spéciaux. Les fonctions ne sont pas vraiment très claires, mais on y trouve 2 agences. L'agence pour les nouveaux disciples, de ce qu'on sait, c'est celle qui est chargée aussi de retrouver les fugueurs, de les séquestrer également. Donc vous voyez, il y a vraiment une grande part des activités qui est faite pour courir après ceux qui sont partis. Et on a également l'agence des disciples de l'Est et de l'Ouest. Au troisième niveau, on a 3 ministères les plus importants finalement. On a le ministère de la Santé, le ministère de la Science et de la Technologie et le ministère des Traitements, soit qui se trouve finalement à l'hôpital même de Aum Shinrikyo. Niveau 4, on a différents ministères et agences comme l'éducation, le commerce, la justice, l'intelligence, la construction, l'autodéfense, la finance, l'intérieur, le marketing et le travail. Cinquième branche, on aura les branches de Aum dans différents pays, la Russie, l'Allemagne, les États-Unis, le Sri Lanka. Finalement, les dirigeants des ministères et des agences sont tous des chouquets, ça vous vous en doutez, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la grande majorité a moins de 30 ans. La plupart ont quand même des diplômes élevés ou alors sont experts en sciences et en technologie, des diplômés en chimie, des experts en chimie organique, des médecins, des juristes, des anciens chercheurs de l'Agence nationale de recherche spatiale et des diplômés en sciences spatiales. Finalement, on peut dire qu'ils appartiennent à l'élite du pays. Ce sont surtout les principaux responsables des violences perpétrées parce que c'est eux-mêmes qui, en cohésion avec Asahara, décidaient des activités plus que douteuses de Aum Shinrikyo. L'agence pour nouveaux disciples, donc qui doit retrouver les fugueurs et ceux qui veulent partir, va avoir beaucoup de travail puisqu'à partir d'un certain moment, les personnes qui sont en contact avec l'extérieur seront dénoncées. Et ceux également qui n'ont pas le bon sens. Croyance japonaise qui dit que le destin dépend du groupe sanguin. Pour Asahara, simplement, le groupe O sont des gens peu fiables, on ne peut pas leur faire confiance. Ils affaiblissent énormément l'enseignement de Bouddha. Ces personnes-là doivent donc être punies. Et si vous croyez que tout ce beau petit monde s'entend bien, alors c'est pas vrai du tout. En fait, à la tête de Aum Shinrikyo, on s'aperçoit qu'il y a des conflits internes, surtout entre Endo et Tsuchiya,
puisqu'ils ont des domaines de compétences similaires mais également à l'opposé. Le premier est un développeur d'armes chimiques et le deuxième est le responsable des armes chimiques. Ils ont des avis contradictoires et ils ont également pas les mêmes responsabilités, ce qui amène à des disputes assez fréquemment. Ce que l'on sait des disciples qui sont peut-être d'un côté, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais qui peuvent être considérés comme victimes d'une façon, qui ont été complètement endoctrinés dans des dogmes qui sont un peu ahurissants quand même, qu'ils ont suivi la foule. Finalement, on ignore s'ils ont été recrutés ou ils sont venus d'eux-mêmes à la secte. Ça doit être sûrement un peu des deux, puisque comme je vous dis, il y a eu des meetings, des conventions, ils se sont déplacés dans les universités. Beaucoup de choses font en sorte qu'on ne sait pas vraiment du coup à quelle proportion les gens sont venus ou s'ils ont été cherchés. Ce que l'on sait par contre, c'est que dès 1994, on trouve des disciples partout. Il y en a dans tous les ministères japonais, dans toutes les grandes entreprises, dans toutes les institutions, dans les médias et même dans l'édition. Les disciples sont partout et c'est peut-être pour ça que ça a facilité Home à avoir des armes et à pouvoir produire des produits chimiques. On les retrouve même dans les forces d'autodéfense. Alors les forces d'autodéfense, il faut savoir que le Japon n'a plus d'armée depuis 1947, après la Seconde Guerre mondiale. Ils ont un corps réduit militaire qui s'appelle la force d'autodéfense. On trouve des disciples dans ces forces d'autodéfense, mais également chez les Yakuza. Il y aura Nakada Kiyohide qui a rejoint Home parce qu'il croit qu'ils ont réussi à le soigner. C'est un mafieux, il fait partie d'un gang affilié au syndicat du crime Yamaguchi, qui est en fait l'organisation mafieuse la plus importante du Japon. On y compte 23 100 membres. Il a fait 3 ans de prison pour une affaire d'armes à feu et puis finalement il a rejoint Home. C'est sa femme qui l'a amené jusqu'à Home Shininkyo, elle était disciple et elle lui a conseillé de la suivre dans la secte. Comme il est toujours lié aux mafieux, il réussira à fournir Home Shininkyo en armes. Il y a aussi 2 Yakuza qui sont experts aussi en armes. Atano Shinichi qui lance 2 bombes à Osaka dans le métro avec 3 disciples pour protester contre l'arrestation de Asahara. Et Joe Hideyuki qui aurait demandé à Kamine Kenji, un disciple aussi qui fait partie d'un gang, d'assassiner Murai Hideo, l'un des dirigeants. Je vous avais dit dans la précédente vidéo que l'un des 6 dirigeants à avoir été arrêté avait parlé en avril 1995 et avait été assassiné. Il s'agit en fait de Murai Hideo qui a été tué par des propres personnes de la secte. Alors on ne sait pas trop pourquoi, mais les gens pensent que c'est parce qu'il gênait d'autres leaders internes ou parce qu'il en savait trop à propos du sarin et qu'il parlerait à un moment donné. Au Japon, après tout ça, une fois que le calme est revenu, après les attentats, les arrestations, il fut question d'interdire les sectes si elles étaient dangereuses, tout comme les autorités de Berne l'avaient fait après l'affaire de l'ordre du Temple solaire en Suisse. Après Home Shininkyo, il a été décidé de modifier la loi sur les organisations religieuses. J'ai pas trouvé plus d'informations à ce sujet-là. Si vous en trouvez, n'hésitez pas à glisser des informations en commentaire. Home Shininkyo n'existe plus à ce moment précis. Alors d'une certaine façon, oui et non, parce qu'en fait, le nom Home Shininkyo a été changé pour Aleph. La secte persiste toujours, mais pour y entrer maintenant, il faut s'engager à n'enfreindre aucune loi, et ça par écrit. En 2006, Aleph comptera 1650 membres et aura 28 établissements différents. Les responsables ont reconnu la responsabilité du fondateur dans les actes qui lui ont été imputés, donc Shoko Asahara, mais l'organisation le conserve toujours comme maître spirituel. Actuellement, Aleph a refusé d'avoir un gourou et refuse les réunions à huis clos des dirigeants d'Aleph finalement pour que tout le monde puisse être au courant de tout et discuter vis-à-vis de ça justement, pas comme l'avait fait Home Shininkyo. Aleph a été surveillé au moins jusqu'en 2012. Alors Hikari no Wa, ça veut dire cercle de lumière, c'est une secte qui a été fondée en 2007 par des adeptes qui ont quitté Aleph. Les membres d'Aleph ou Hikari no Wa, s'ils cherchent des domiciliations, s'ils cherchent à habiter quelque part ou à faire des activités finalement, si les municipalités où les personnes sont au courant, sont liées à la secte Aleph et donc par Home Shininkyo, par procuration, finalement se voient refuser tout service. Ils ne peuvent pas trouver de maison, ils ne peuvent pas trouver d'appartement, c'est même difficile pour eux de s'inscrire à différents clubs justement parce qu'ils sont d'Aleph.
Et comme les enfants étaient scolarisés dans Aum Shilinkyo même jusqu'en 1995, il a bien fallu au bout d'un moment les scolariser dans le monde extérieur. Et malheureusement, comme pour les domiciliations et les autres services, ça a été refusé puisqu'ils viennent de Aleph. Pour cela, certains adeptes et même une fille de Asa porteront plainte et ils auront une compensation financière. Juste en dessous, je vais vous glisser les deux sites internet qui sont liés à Aleph et à Aum Shilinkyo si jamais ça vous intéresse de faire un petit tour. Et voilà, on est à la fin de cette vidéo, à la fin de ces deux parties sur la secte Aum Shilinkyo, la secte bioterroriste japonaise. Je dois vous dire quand même que c'est un grand soulagement, je suis même plutôt contente d'en avoir fini. J'ai beaucoup travaillé sur ce dossier-là, j'ai fait beaucoup de sources, beaucoup de documents, j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup renseignée et j'espère que pour vous tout est un peu plus clair, tout comme pour moi ça l'a été. Je tiens aussi à vous rappeler que je viens de créer un compte Utip. Si jamais vous voulez me soutenir un petit peu, vous avez le lien en description. Voilà, si ça vous dit, n'hésitez pas. J'ai aussi un compte Instagram et Twitter, tout ça c'est en description. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un petit j'aime, c'est gratuit, en plus ça fait plaisir, ça fait un bon cadeau pour Noël. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Merci d'avoir suivi ces deux vidéos jusqu'à la fin et à très bientôt.